Vous le savez peut-être pas, mais c'est une petite révolution qui est en train de se passer du côté de nos PC dans leurs entrailles. L'américain Qualcomm vient de dévoiler un processeur pour PC directement inspiré de celui de nos smartphones. Alors ça rappelle évidemment ce que fait Apple, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui vous explique l'actualité de la tech. Bonjour Kassim Kefti. Bonjour. Salut Kassim, merci beaucoup d'être avec nous dans Métadonnées. Alors tu es journaliste pour le site spécialisé Frandroid, et donc tu connais bien ces sujets, notamment de processeurs et de matériel, que ce soit du Apple, du Windows, etc. Mais déjà, je voudrais qu'on revienne sur 3 lettres qui sont pas forcément très connues du grand public, mais qui sont hyper importantes parce que on va parler en fait d'une nouvelle architecture, de ce qui va changer en fait la phase de nos processeurs pour PC et peut-être de nos PC, c'est ARM. Est-ce que tu peux nous résumer ce que c'est que ARM et pourquoi c'est aussi important dans cette affaire ? Oui, ARM, c'est une solution, on va dire, concurrente de ce qu'on connaissait jusque-là sur nos PC, qui vient du monde de l'embarqué et de l'aviation. C'est une puce, c'est des puces, des processeurs qui sont à ultra basse consommation, qui vont être très performants, mais aussi conçus pour consommer très peu d'énergie. C'est pour ça qu'ils ont trouvé très naturellement leur place dans nos smartphones dès le milieu des années 2000 pour augmenter au maximum l'autonomie de nos smartphones tout en proposant de très bonnes performances. C'est aussi des puces qui vont être très bonnes dans plein de domaines. Par exemple, le traitement de tes photos pour ton appareil photo intégré à ton smartphone, le traitement de l'audio pour se connecter à tes AirPods. Tout un tas de traitements différents vont pouvoir être faits par ces puces-là. Et ça a vraiment conquis nos téléphones portables et c'est petit à petit en train d'arriver du côté de nos PC. Oui, parce qu'en fait, ARM, à la base, donc c'est une boîte britannique. Cette architecture, ça date d'il y a 30-40 ans. C'est pas tout nouveau. Oui, donc, tu dis que ça vient de l'industrie aéronautique. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça a été intégré. C'est ce qui est utilisé finalement pour nos smartphones. Et le grand changement, c'est que sur nos PC, l'architecture qui est utilisée depuis encore plus longtemps, j'ai envie de dire, depuis pareil une quarantaine d'années, c'est une architecture qui s'appelle x86 et qui est celle d'Intel. Et en fait, toi, ce que tu dis, c'est que c'est radicalement différent dans la consommation d'énergie, dans la puissance, etc. C'est exactement ça, c'est vraiment 2 philosophies qui partent de points différents en fait pour peut-être arriver au même endroit, qui est d'un côté de l'Intel AMD donc sur PC qui était là pour maximiser la puissance de calcul, les performances pour pouvoir faire des calculs en série dont on avait besoin sur nos PC pour faire des tâches très importantes il y a 40 ans comme de la bureautique sur Word qui consommait énormément évidemment. Aujourd'hui ça paraît un peu ridicule mais à l'époque ça demandait une plus grosse puissance de calcul. Là où les puces ARM étaient plutôt conçues pour de l'embarquer, donc quelque chose comme des calculatrices, effectivement de l'aéronautique, ce genre de choses. Donc on part de 2 points de postulat différents. D'un côté, essayer de minimiser la consommation électrique et de l'autre, essayer de maximiser les performances pour arriver finalement au même objectif aujourd'hui, qui est celui des PC portables, à la fois essayer de conjuguer à la fois performance de calcul et économie d'énergie. Oui, donc en fait c'est intéressant parce que c'est le fait un peu de travailler sous contrainte, c'est-à-dire les puces ARM étaient utilisées pour des petits objets, donc on n'avait pas beaucoup d'espace, on était obligé, donc ARM, alors on va expliquer après comment fonctionne ARM, parce qu'en fait ARM c'est une boîte britannique qui fait que les architectures et après les fabricants s'emparent de cette architecture. Mais en gros l'architecture ARM c'était fait pour être utilisé dans des petits objets et Intel dans des gros objets, enfin des gros ordinateurs, de grosses tours. Donc en gros ce qu'on avait c'était des ordinateurs avec du Intel hyper puissant, en face de l'ARM avec d'autres fabricants qui devaient maximiser la puissance mais surtout l'efficacité dans un petit boîtier, c'est pour ça qu'on les a utilisés dans le smartphone. Et ce que tu dis c'est que maintenant, ce qui était dans nos petits boîtiers devient quasiment aussi puissant que ce qui fonctionnait dans les grosses boîtes, quoi. C'est ça. Tu l'as évoqué très rapidement. Je pense que c'est le bon moment peut-être d'en parler. C'est le fait que donc ARM est une boîte britannique, mais qui vend son architecture, sa licence, ses propriétés intellectuelles à d'autres marques, d'autres fabricants qui peuvent s'en emparer. Le plus connu d'entre eux, c'est Apple. Apple, depuis plusieurs années, a une licence ARM et qu'ils sont capables de personnaliser. Donc ils prennent le travail fabriqué chez ARM et puis ils vont modifier certains éléments pour créer leurs puces. Donc c'est les puces A quelque chose que vous retrouvez dans vos iPhones, les puces A17 oui, c'est ça, et qu'on compagnie. soit clair, ARM en fait c'est la puce qui est dans notre iPhone.
Tout à fait, qui aujourd'hui domine l'essentiel du marché de l'informatique parce que c'est les puces qu'on retrouve dans tous les smartphones, donc Qualcomm du côté d'Android et Apple pour l'iPhone. Donc n'importe quel smartphone qu'on a dans nos poches aujourd'hui fonctionne avec une puce ARM et c'est des puces aussi qu'on va retrouver dans tout un tas d'appareils. Il y a vraiment que peut-être les PC et les consoles de jeux et encore qui ont résisté à cette tendance. Et je dis et encore puisque même la Nintendo Switch par exemple tourne avec une architecture ARM. Même si on a ce côté un petit peu portable. En fait, c'est vrai que dès qu'il y a une contrainte de taille, on passe sur du ARM. Et donc, ce que tu expliques bien, c'est que ARM, en fait, c'est chez Apple, mais chez tous les autres aussi, puisque c'est Qualcomm. Et d'ailleurs, on peut revenir rapidement sur Qualcomm. Qualcomm, donc, c'est le fabricant des processeurs de tous les rivaux de l'iPhone, en gros, hein, si on fait très simple. Hein. Tout à fait. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je t'aurais corrigé, mais aujourd'hui, ils ont clairement, ils se sont accaparés tout le marché qui n'est pas celui de l'iPhone. Et encore, même dans un iPhone, on retrouvera des puces de Qualcomm, puisque Qualcomm a deux grandes spécialités le réseau, toutes les puces 4G, 5G, modem, etc. On va y revenir après, ça sur le réseau, parce que c'est hyper intéressant, je trouve. Mais du coup, voilà, donc dans votre iPhone, vous aurez un modem Qualcomm par exemple, mais pas la puce centrale. Et de l'autre côté, vous avez effectivement tout ce qui va être processeur, puce graphique, puce de traitement de l'image. Et ça, Qualcomm a réussi à s'imposer année après année chez les autres fabricants. Donc aujourd'hui, l'essentiel du marché va utiliser des puces Qualcomm. Depuis cette année, c'est même le numéro 1 du marché Samsung qui utilise des puces Qualcomm. Jusqu'à présent, il y avait encore quelques récalcitrants. Il y avait du Nvidia, il y avait des fois du Texas Instruments, il y avait du Mediatek et compagnie qui pouvaient encore proposer de la concurrence. Mais dès qu'on est sur du haut de gamme, par exemple, Qualcomm est hégémonique. Voilà. Pour citer une exception, je pourrais citer Google qui conçoit ses propres puces Tensor dans ses smartphones Pixel, mais les smartphones Pixel représentent une part assez minime du marché aujourd'hui. Et donc, ce qu'on veut raconter, c'est que la prochaine étape, c'est le PC. Enfin, ça semble être ça. Comment t'expliques que Intel, qui fabrique donc les puces, parce que on va parler d'Apple, qui a déjà depuis 3 ans donc mis ce type de puce dans ses Mac avec sa propre puce. Comment t'expliques que Intel, qui fabrique les processeurs de tous les PC, n'ait pas réussi déjà à louper le virage du mobile? Parce que c'est vrai que finalement, quand on a eu les smartphones, on aurait pu se dire, a priori, pourquoi Intel ne ferait pas des puces pour smartphones? Et depuis, pourquoi ils n'ont pas réussi à se dire, c'est quand même ce marché-là qui est en train d'exploser. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu nos puces à nous? Et donc, on a l'impression qu'Intel équipait tous les PC, ou équipe encore tous les PC, mais équipait les Mac jusqu'à il y a 3 ans. Est-ce qu'ils ont loupé quelque chose là-dessus? Pourquoi est-ce qu'ils risquent de disparaître, en fait? Intel a une histoire aussi qui est assez intéressante. De ce marché-là. Mais oui, sur le marché du PC, ils ont fait quelques erreurs stratégiques. Ils ont enchaîné quelques erreurs stratégiques, un petit peu en parallèle avec Microsoft finalement, avec Windows, un peu main dans la main. Ils ont raté effectivement ce passage du mobile et du smartphone. Donc ils avaient une architecture, on l'a dit, x86 qui était faite avant tout pour de la puissance de calcul, donc qui n'était pas vraiment adaptée à de l'extrême mobilité comme ce que demandaient les smartphones. Donc c'était des puces qui chauffaient beaucoup, qui consommaient beaucoup. Donc ils ont eu du mal à adapter leur architecture pour en faire quelque chose d'efficace pour les smartphones. Et puis, il y a une autre problématique que je pense sur laquelle on pourrait passer rapidement, qui est la fabrication de ces puces-là. On a parlé de Intel et d'ARM qui conçoivent l'architecture, mais après il faut fabriquer la puce. Et la fabrication de la puce du côté de chez ARM, c'est un tiers qui s'en occupe, qui s'est lui aussi un peu accaparé le marché, qui s'appelle TSMC, et qui vraiment produit en usine toutes ces puces-là pour Apple, pour Samsung, pour Qualcomm et compagnie, et pour Nvidia notamment aussi, et qui va vraiment réussir année après année à améliorer ses procédés de fabrication pour faire des puces de plus en plus performantes, de moins en moins consommatrices d'énergie, là où Intel, traditionnellement, avait tout internalisé, donc c'était eux qui fabriquaient eux-mêmes leurs puces, et Intel va prendre beaucoup de retard sur la fabrication de nouvelles usines plus modernes et sur l'amélioration de ces procédés de fabrication, justement, et va stagner pendant près d'une dizaine d'années quand même, sur des fabrications du coup qui vont consommer plus d'énergie, qui vont créer des puces moins performantes, et c'est tous ces facteurs-là en fait qui vont faire que Intel va avoir du mal
déjà va complètement rater le marché du smartphone et puis même va avoir du mal à proposer des processeurs pour PC portables qui, par exemple, pourraient se passer d'une ventilation active. Ce qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, sur les MacBook Air d'Apple, c'est des PC portables qui n'ont plus aucun ventilateur et qui pourtant fonctionnent de façon très performante. Alors on va revenir sur concrètement ce que ça peut changer, mais du coup, je vais juste en gros essayer de résumer. Tu dis si je me trompe, mais parce que Intel de leur côté, ils font tout entre guillemets chez eux, mais finalement c'est un peu ce morcellement de l'industrie qui a fait progresser les choses. Pour résumer, il y a donc l'entreprise britannique ARM qui crée des architectures en disant si les composants sont placés comme ça, etc., ça peut fonctionner de façon efficiente. Ensuite, elle vend cette architecture à des tiers, donc à Apple pour la puce de l'iPhone, à Qualcomm qui va fabriquer des processeurs. Mais par contre, ni Apple ni Qualcomm n'ont vraiment les usines ensuite. Et donc là, il y a une autre boîte qui entre dans l'histoire. C'est TSMC, c'est le Taïwanais, qui a l'expertise pour fabriquer en fait ces puces pour Apple ou pour Qualcomm. Et c'est avec ces expertises différentes, c'est ça qui est hyper intéressant, qu'on arrive à un processeur beaucoup plus efficace que ce qu'on avait par le passé. Tu as tout dit, c'est exactement ça. C'est exactement cette diversité de la chaîne en fait qui va faire que chacun va aller apporter sa pierre pour créer une puce très efficace. Là où Intel, ça lui réussissait jusqu'à présent d'avoir tout internalisé pour le coup, et ça a pu être une force pendant un temps d'Intel, notamment pour avoir ses propres lignes de production et pas être aussi en concurrence. Par exemple, un TSMC a des lignes de production limitées, donc ça veut dire que Apple, Nvidia et d'autres peuvent être en concurrence pour essayer de s'accaparer ces lignes de production là et donc ça a pu être une force d'Intel auparavant, mais là effectivement ça leur a joué des tours. Ouais. Et alors, tu parlais d'Apple, parce qu'on va parler d'Apple, parce que en fait c'est un avant-goût du reste du marché, puisque eux ils sont passés aux puces ARM, c'est-à-dire aux puces mobiles dans un PC, en gros, pour faire simple, il y a 3 ans avec leur MacBook Air, et puis maintenant il y a toute la gamme, alors ils ont totalement abandonné Intel. Et tu parlais des avantages, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est important de parler de révolution, parce que dans l'usage ça va changer beaucoup de choses. Concrètement, aujourd'hui, ça change quoi en fait entre un MacBook avec une puce, un processeur issu du monde du smartphone, et un PC qui est pour le moment encore sous Intel? Pour Apple, il y a deux éléments, je pense qu'il faut prendre en compte. Il y a d'un côté ce que ça change rapidement pour Apple, c'est le côté de vraiment pouvoir maîtriser d'un bout à l'autre toute la chaîne technologique, et ça va avoir une influence pour le consommateur puisque ça va permettre d'optimiser plus précisément les choses. C'est-à-dire que dans un MacBook désormais, hormis l'écran, Apple a la main sur à peu près tous les composants et moins à la merci, pour être méchant, de ce que pouvait proposer Intel. Donc là voilà, Apple a plus une maîtrise totale de la chaîne technologique. Et pour le consommateur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des PC portables très concrètement qui ont une meilleure autonomie, qui ont de meilleures performances et qui vont surtout pouvoir se passer de ventilateurs et avoir un certain nombre de logiciels qui vont vraiment pouvoir être optimisés très précisément pour les puces d'Apple. Donc c'est vraiment ça qu'Apple a mis en place là depuis 3 ans, et le basculement s'est fait très vite. C'était très attendu par le public, très attendu par les développeurs, et donc en l'espace de 3 ans ils ont réussi à renouveler déjà eux-mêmes complètement leur catalogue, et puis surtout les développeurs ont très vite pris le pas d'adapter les applications, même les applications les plus populaires comme la suite d'Adobe ou la suite de Microsoft ont été rapidement adoptées aux processeurs. Donc c'est les fameux processeurs Apple M1, M2 et bientôt M3, qui tournent sous une architecture ARM. Mais j'expliquerai quand même que c'est le fruit de plusieurs années de dévelopement. Oui, ils n'ont pas sorti ça du chapeau, oui. Exactement, ça leur a vraiment pris beaucoup de temps. On avait vu des signes précurseurs, pendant quelques années. Ils avaient adapté des petites puces ARM ici ou là. Par exemple, si vous vous souvenez de la fameuse Touch Bar des MacBook Pro, la Touch Bar était animée par une puce ARM. D'accord. Oui, et puis d'ailleurs, c'est vrai que le résultat est pas mal parce que, honnêtement, ça fait consensus. C'est vrai que depuis l'ARM, les MacBooks qu'ils ont gagné, en autonomie, c'est stratosphérique, qui chauffent beaucoup moins. Alors, ils ont gardé des petits ventilateurs sur le Pro, mais c'est vrai que le MacBook Air, il n'y a même plus besoin de ventilateur. Donc, du coup, ça fait pas de bruit. Le bruit du ventilateur sur un PC portable, ça peut être ennuyeux. Et d'ailleurs, leur part de marché gonfle. Ça a été un succès commercial. Mais moi, j'avais une autre question. Tu parlais justement d'une autre spécialité de Qualcomm, c'est le réseau. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement, le PC portable du futur, c'est pas un PC
ARM, c'est-à-dire un PC avec une puce smartphone, mais aussi avec de la 5G, parce qu'aujourd'hui on est tributaire des Wi-Fi, en termes de cybersécurité, je trouve que c'est un bon argument. On dit qu'il ne faut pas se connecter au Wi-Fi public. Quand tu es une entreprise, si tu mets de la 5G, au moins tu sais que tes collaborateurs ne se connectent pas au Wi-Fi public. Est-ce qu'ils travaillent là-dessus ? Autant Apple, je pense, adorerait pouvoir proposer ça, mais pour l'instant se le restreignent parce qu'effectivement ils n'ont pas encore cette brique technologique qui est le modem 4G ou 5G, ils ne savent pas encore le faire. En revanche, Qualcomm met ça en avant depuis qu'ils essayent de faire du ARM sur PC, c'est leur grande force. Ils disent voilà, nous on est capable de faire une solution tout en un avec à la fois le côté processeur et le côté modem pour justement avoir des PC portables complètement connectés en 4G ou en 5G. Alors ça a encore un petit peu du mal à prendre parce qu'il y a des problématiques notamment de prix et puis comment dire, d'amitié avec les opérateurs mobiles qui n'ont pas toujours le souhait d'avoir des gens qui vont télécharger des centaines de gigaoctets sur leur réseau mobile parce qu'un PC portable implique bien sûr une consommation de data beaucoup plus importante qu'un smartphone. Mais pour l'avoir pu le tester pendant une semaine justement, d'avoir un PC portable complètement connecté comme tu le dis en 4G ou en 5G, ça change même l'usage qu'on a d'un PC portable. Tout d'un coup on peut se permettre de travailler dans un taxi, on peut se permettre ça débloque des usages en tout cas et on est tout de suite beaucoup moins dépendant effectivement des réseaux Wi-Fi. C'est comme à l'époque quand on pouvait passer d'un iPod Touch à un iPhone quoi. C'est vraiment ce genre de basculement et ça débloque pas mal de choses. Étape. Alors peut-être d'ailleurs comme tu le dis, ça se trouve peut-être d'abord avec une avance du monde du PC versus Mac, mais pour toi aussi tu penses que ça peut être vraiment une étape d'avoir du PC portable 5G? Tout à fait. En plus, ça permet d'avoir une connectivité passive quand la machine est en veille. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi un des énormes avantages d'ARM, c'est qu'on n'a jamais besoin d'éteindre la machine, contrairement à une machine plutôt Intel. Donc, on va pouvoir la laisser en veille. Votre iPad, vous le laissez en veille pendant un mois. Il est toujours actif un mois plus tard, même s'il a perdu un peu de batterie. Ça fonctionne toujours. C'est un peu pareil. Et le fait de te connecter en 4G ou en 5G, ça permet de recevoir les notifications, d'être à jour, d'avoir les applications qui ont été mises à jour, etc. Au moment où vous réveillez votre PC portable. Donc ça, sur ça aussi, c'est très efficace. Ça permet d'avoir ces mails et compagnies qui ont été téléchargés tranquillement en tâche de fond, quoi. Et là, j'ai une question. Là, on va aussi entrer dans le concret. Quand Apple a commencé à mettre de l'ARM avec ses puces M1 sur MacBook, il y a un problème d'adaptation parce que tous les logiciels ont été codés pour une ancienne architecture qui est celle de x86, donc qui est celle d'Intel, donc on est sur les MacBooks qu'on a aujourd'hui sur les PC. Et Apple a dû convaincre, alors ils ont créé un logiciel qui s'appelait Rosetta, il me semble, pour retranscrire en temps réel finalement, traduire en temps réel le programme informatique. Les éditeurs, après, ont sorti leur version nativement sur M1, sur ARM. Est-ce que sur PC, on va avoir ce problème-là ? Est-ce qu'il va y avoir un temps d'adaptation important pour qu'on ait à disposition tous les logiciels qu'on a aujourd'hui ? À commencer d'ailleurs par Windows. Tout à fait. Alors malheureusement, on a déjà un peu la réponse qui est oui, ça va prendre beaucoup de temps puisque en fait Windows a techniquement commencé sa transition vers ARM avant Apple et pourtant Apple a été beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace dans cette transition-là. Donc en fait, quand Apple effectivement annonce sa transition, déjà c'est un parc de machines qui est plus restreint avec moins d'applications. C'est un écosystème qui est plus simple à contrôler pour Apple. Windows aujourd'hui, il est utilisé dans tout un tas de secteurs, notamment des secteurs industriels, avec des applications très précises, peut-être un peu de niche pour le grand public, mais pas forcément simple à adapter d'une architecture à une autre, on va dire. Là où Apple, on est beaucoup plus dans des machines grand public, même pour un usage professionnel, on va pas s'éloigner trop de Photoshop ou de Adobe Premiere, par exemple. Donc c'était plus simple d'adapter le parc applicatif Apple, et puis surtout Apple, quand ils se lancent dans une transition, ils annoncent que tout leur catalogue va basculer, tout leur MacBook d'ici 1 an ou 2 va basculer en puce ARM. En 2 ans, ils ont tout calé. Ça, c'était assez impressionnant, ça. C'est tout à fait impressionnant. Industriellement parlant, c'est quand même un sacré exploit. Et ça veut dire que quand tu es développeur d'application, tu as tout intérêt à adapter ton application Apple, puisque tu sais que dans 2 ans, 3 ans, quoi qu'il arrive, il va passer en Apple Silicon. Donc tu as tout intérêt à faire cette transition-là. Là où chez Microsoft, la solution pour Windows, du coup, a été de vouloir tout proposer et continuer à vouloir tout proposer. On ne va surtout pas se fâcher avec Intel et AMD, qui sont les 2 géants de ton écosystème. Mais tu as envie que quand même tu vois les avantages de ARM arriver, donc tu te dis je vais quand même proposer aussi mon Windows pour ARM.
Le problème, c'est que tu veux tout faire à la fois et donc les développeurs, ils se disent dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, en fait, le gros du marché continuera d'être sur de l'Intel AMD, donc je vais pas trop me presser pour faire des adaptations. Microsoft a aussi pas trop investi dans des outils permettant de faire des adaptations aussi faciles que, comme Rosetta, tu le mentionnais, ça a mis beaucoup de temps à arriver. Et on arrive finalement à une transition vers ARM qui est déjà vieille de 10 ans chez Microsoft et qui pourtant ne semble pas encore décoller. Mais peut-être que là, dans le domaine à venir... Là, il va y avoir un vrai coup d'accélérateur, tu penses, avec Qualcomm? Avec ce nouveau processeur de Qualcomm? On peut l'espérer, en tout cas c'est ce que Qualcomm espère, ça c'est sûr. Ouais. C'est toujours compliqué de prédire ce qui va se passer parce que ça dépend de la bonne volonté de Microsoft et de Qualcomm. Si Microsoft se décide enfin à investir sérieusement sur cette transition vers ARM, oui, on a des raisons de penser que ça va enfin arriver. Et finalement, en plus avec Windows 10 puis avec Windows 11, ils ont vraiment petit à petit travailler cette solution. Elle est toujours pas convaincante à ce stade et malheureusement c'est pas entre les mains de Qualcomm parce que Qualcomm en gros fait plutôt bien son travail. C'est plutôt entre les mains de Microsoft. Mais on y arrive et le truc c'est que moi je sais pas si Microsoft dans quelques années va réussir cette transition. Ce que je sais c'est que Windows en tout cas est en danger vis-à-vis de cette transition. C'est-à-dire que tu penses que le morcellement, c'est-à-dire le fait peut-être d'avoir deux mondes et que ce soit plus compliqué et du coup que ces PC plus performants et plus autonomes soient pas vraiment disponibles, ça va quoi? Tu veux dire que ça va profiter à Apple? Je pense surtout que c'est peut-être le sens inverse, c'est le fait qu'en ayant le contrôle intégral de sa plateforme technologique, Apple est en train de vraiment accélérer sur le monde du PC. Et aujourd'hui, Apple se restreint à faire du très haut de gamme avec ses MacBooks, mais en ayant un contrôle complet de la chaîne technologique, peut très bien se permettre à faire des produits plus accessibles. On l'a vu sur d'autres secteurs où Apple est présent et où ils ont pris ce contrôle-là, que ce soit avec l'Apple Watch, que ce soit avec l'iPhone, ils se sont mis à décliner avec des produits SE moins chers et plus accessibles pour justement faire rentrer les gens dans leur écosystème, pour casser un peu les codes du Apple très haut de gamme qu'on garde des fois en tête. Et moi, je ne serais pas surpris de voir du MacBook. Aujourd'hui, le MacBook, c'est plus de 1000 euros. Je ne serais pas surpris de voir du MacBook à moins de 1000 euros dans quelques années, quand on sera sur du Apple M4, M5, M6, je ne sais pas. Mais voilà, avoir un MacBook finalement M1 ou M2 arrivé en entrée de gamme plus tard, ça me semblerait pas impossible. Et à ce moment-là, on aurait un PC portable complet, très performant, avec un logiciel très efficace qui serait face à un Windows qui serait peut-être vieillissant. Et donc, moi, ce que je veux dire surtout, c'est que Microsoft devrait se méfier justement de cette transition. Et c'est le moment où Microsoft devrait investir dans le domaine. Mais ça, c'est sûr. Est-ce que tu penses aussi que ça va être plus compliqué? Alors, il y a le côté organisation, parce qu'évidemment, Apple gère tout. En face, tu as Qualcomm. Après, tu as aussi la strate du fabricant du PC, puisque entre Qualcomm et Windows, il y a Dell, Lenovo, HP. Enfin, il va falloir aussi travailler. Il va falloir que ces processeurs soient bien intégrés dans le PC. Et ensuite, il y a Windows. Et est-ce que tu penses que ça peut nuire finalement à l'avantage de ces puces, c'est-à-dire que le gain en puissance et surtout en efficience, c'est-à-dire en consommation d'énergie, on parle d'autonomie qui sont multipliées par 2. Est-ce que tu penses que ça peut être entaché par ces strates-là? En partie, mais par exemple la strate du fabricant, c'est aussi l'un des avantages de ARM et de Qualcomm en particulier, c'est que Qualcomm donne une solution qui est clé en main et finalement le fabricant a de moins en moins son mot à dire, donc le Asus, le Dell, voire même le Microsoft Surface justement, puisque Microsoft est désormais aussi fabricant, il a moins son mot à dire, a moins un rôle à jouer finalement dans cette équation-là. Pour l'instant, le vrai point d'orgue, ça va être vraiment Windows c'est un défi le travail de logiciel Microsoft en fait. C'est vraiment un défi logiciel et c'est un défi que Apple a relevé avec brio et a montré la voie vraiment de cette transition. Il faut vraiment que Microsoft propose des solutions analogues pour pouvoir passer vraiment à quelque chose de plus efficace en termes de transition logicielle vers ARM. Et ces processeurs, et c'est la dernière question, mais moi ça me frustre terriblement de voir des PC, alors des MacBooks par exemple, qui sont aussi puissants. Et moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Bon, on va pas se mentir, Apple en termes de gaming, ça progresse, mais enfin c'est quand même pas terrible par rapport à l'écosystème PC, c'est juste incomparable. Est-ce que la partie est-ce que la partie de ces puces, la partie graphique de ces puces, elle est comparable à ce que font les autres sur du PC? Et deux,
est-ce que si on a ces deux écosystèmes du côté PC qui cohabitent, est-ce qu'on va arriver à convaincre les grands studios de jeux vidéo de créer des versions ARM de leurs jeux, peut-être pour en faire profiter Mac d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut espérer que ça bouge de ce côté-là, justement ? Il y a des vraies raisons de penser que c'est en train de bouger. Alors, il y a plein de pièces un peu c'est encore tout un autre écosystème, mais aujourd'hui, effectivement, quand on achète un PC de jeu, on l'achète avec. Il y a deux puces finalement qui sont importantes. Il y a d'un côté le processeur et de l'autre la puce graphique. La puce graphique, on va la chercher chez Nvidia GeForce et chez AMD Radeon. C'est des puces qui sont beaucoup plus puissantes que ce que Qualcomm est capable de proposer aujourd'hui. Oui, c'est pas forcément une comparaison qui se tient avec Apple, qui là aussi a mis la main sur cette brique technologique et conçoit eux-mêmes leur puce graphique désormais, et plus ça va, plus en fait leur puce, et au total en fait leur puce Apple, par exemple une puce Apple M2 Max, et finalement une puce qui est de très grande taille physiquement et qui va regrouper à la fois ce que peut faire du processeur Intel et va ce que faire une puce graphique Nvidia GeForce. C'est comparable avec le haut de gamme de chez Nvidia ou de chez AMD. Ça commence à être sérieusement comparable. Ouais. Ce qui va être la différence, ça va être que ton MacBook ne va pas tourner sous Windows et que tout l'écosystème jeux vidéo logiciel est fait pour Windows. Pour le coup, là, c'est indéniable. Donc, tu as la puissance, mais tu ne peux pas l'exploiter, quoi. Exactement. Ouais. Tu vas l'exploiter dans des domaines professionnels comme la création vidéo ou la création 3D, mais pas dans du jeu vidéo. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Apple est en train de travailler énormément. Apple adorerait pouvoir convaincre les développeurs de se remettre sérieusement à faire du jeu pour Mac. Mais côté Windows, voilà, on a vraiment pour le moment cet avantage qui reste, mais cet avantage qui s'effrite un petit peu, s'effrite par rapport au fait que les consoles de jeu sont de plus en plus populaires. S'effrite aussi par rapport à l'arrivée du cloud gaming, qui fait que tu n'as plus forcément besoin que ta machine fasse tourner le jeu localement pour pouvoir faire du jeu vidéo sur un PC portable. Donc c'est des raisons de penser aussi que voilà cet argument jeu vidéo qui fait aujourd'hui vendre du Windows pourrait un peu s'étioler dans les années à venir. Mais concernant le passage vraiment en natif de l'écosystème PC Windows et garder du jeu vidéo tout en passant à ARM, il y a deux éléments de réponse. Il y a le fait que Qualcomm s'améliore sur le sujet. Il y a surtout le fait que demain, tu pourrais associer un processeur ARM développé par Qualcomm avec une puce graphique Nvidia. Les deux peuvent être compatibles, les deux peuvent travailler ensemble. Ça peut être possible ? Ça peut communiquer, tout à fait, ça peut fonctionner. Ça peut tout à fait communiquer et justement Windows est assez polyvalent pour pouvoir faire communiquer les deux ensemble et ça peut être une vraie solution, peut-être une solution de transition en attendant d'avoir des puces tout en un qui fassent vraiment tout comme ce que est en train de proposer Apple. D'avoir toujours cette solution un peu à deux acteurs, d'un côté Qualcomm, de l'autre Nvidia, ou d'un côté Intel, de l'autre côté Nvidia. D'ailleurs, à ce sujet, il y a eu une dépêche de Reuters cette semaine pour dire que Nvidia commençait à regarder très sérieusement la possibilité peut-être de concevoir des puces tout en un ARM plus carte graphique Nvidia pour PC. Oui, c'est-à-dire que tu as Qualcomm qui veut faire du Nvidia et Nvidia qui veut faire du Qualcomm, quoi. Exactement. Donc, mais bon, il va y avoir du coup une saine concurrence et tout ça, ça va arriver assez rapidement. Enfin, les premiers, hein, évidemment, on vient de le dire, la bascule sera très lente. Mais enfin, Qualcomm évoque quand même des PC qui arrivent en 2024. Hein, donc c'est demain, hein, les premiers PC avec cette nouvelle puce Qualcomm. Ça va être pour très vite, a priori. Hein. Alors Qualcomm, ils sont très impatients. Eux, ils ont envie de conquérir le marché. Donc évidemment, là pour leur nouvelle puce, la Snapdragon X Elite, ils tablent sur une commercialisation en 2024 et ils se sont associés à pas mal de fabricants, dont des fabricants venus du monde mobile. Hein. On a des PC portables aujourd'hui qui sont développés par du Honor, du Xiaomi, du Samsung, qui viennent historiquement plutôt du smartphone, en plus du Asus, du Dell ou du HP, et qui sont très bons. Ouais. Donc vraiment, on a cet écosystème qui est en train de choisir Qualcomm au moins pour un ou deux modèles de leur catalogue. Donc on a une vraie offensive de Qualcomm en 2024 qui arrive, mais faut quand même se rappeler que Qualcomm, c'est pas leur première puce pour PC portable, ils ont commencé à en développer il y a quelques années et que jusqu'à présent, ça n'a pas vraiment réussi à prendre auprès du marché. Pour tout un tas de raisons qu'on a évoquées, notamment de la lenteur de Windows à s'adapter à ce nouvel écosystème. Donc Qualcomm, eux, ils y croient, ils ont envie d'y croire pour 2024. Je suis pas sûr encore que la presse et le grand public vont y croire pour 2024, mais chaque année donne de plus en plus de raisons de penser que la transition vers ARM va s'opérer. Si je peux me permettre, il y a quand même un élément qui est nouveau, c'est que maintenant, on a un peu de recul sur ce qu'a fait Apple et que ça marche, que les résultats techniques sont là et que les résultats financiers sont là aussi parce qu'ils gagnent en part de marché. Donc là, il y a quand même un petit compte à rebours qui s'est enclenché par rapport à avant. Enfin, pour ça qu'à titre personnel, peut-être que je me plante, hein, mais moi, j'avoue que j'y crois un peu plus qu'il y a quelques années.
Moi, à titre personnel, j'y crois. C'est juste que j'ai un peu peur que Oui. Microsoft ait encore cet angle mort de ne pas le voir venir, mais j'y crois aussi. Et si c'est pas 2024, ce sera 2025 Ouais, ou bien sûr. 2026. Et on y arrive, quoi. Inéluctablement, en tout cas, on arrive à un écosystème qui va être beaucoup plus concurrentiel. Et moi, c'est ce qui me rend très impatient et très excité pour le monde du PC, qui jusque-là avait ces dizaines de dernières années, là, avait un peu stagné. Là, on arrive sur un marché qui est ultra concurrentiel entre Windows, Chrome OS, Apple, côté logiciel, entre les puces ARM, Qualcomm, Intel, AMD, Apple, etc. Il y a quelque chose qui est en train de devenir très dynamique, et ça, finalement, c'est très positif pour le consommateur, quoi. C'est clair, on aimerait bien que ça commence à bouger. Merci beaucoup, Cassim Kefti. Donc, je rappelle, tu es journaliste chez Frandroid. Merci de nous avoir parlé de cette révolution un peu discrète, mais assez passionnante, en fait, qui se passe au cœur de nos PC portables. Merci encore à toi, Cassim. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans Métadonnées. Vous pouvez évidemment retrouver cet épisode comme tous les autres en replay sur YouTube, sur la plateforme Tech & Co, bfmtv.com/tech et sur toutes les plateformes de podcast. Merci de nous avoir suivis. À très vite dans Métadonnées.